Les marques sont fortement impactées par l'environnement géopolitique. Vous savez qu'on a passé l'épisode Covid, juste après il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu d'autres événements, l'élection de Trump et la guerre des tarifs. En se basant sur les challenges qu'on a vus pour les marques, clairement les tendances vont aller vers principalement 3 axes. Le premier, c'est la durabilité, l'éco-responsabilité, la responsabilité sociale, d'une façon générale. Le deuxième, c'est la transformation digitale en utilisant l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle. Et puis le troisième, c'est principalement la chaîne d'approvisionnement. Et là, en fait, les marques vont de plus en plus choisir leurs producteurs en faisant de ces producteurs des partenaires. Le deuxième point de faiblesse, c'est le fait qu'on n'ait pas de très gros industriels, parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas la capacité d'absorber de grosses productions venant notamment de l'Asie. Et donc, pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on travaille avec un peu plus d'intelligence et mettre en place des consortiums d'industriels qui soient capables de faire face à ce type de production. Je pense qu'il y a un chiffre qui résume l'opportunité qu'on a en Tunisie. Toute l'exportation tunisienne vers les clients européens ne représente que 3%, même pas, des importations européennes. Donc on a énormément de marge, rien que sur ce marché-là. On a besoin de mettre à niveau les écoles qu'on a. On a besoin aussi d'attirer des étudiants vers ces écoles. Mais aussi au niveau des entreprises, on a besoin de plus valoriser l'emploi des cadres et miser sur le développement continu de ces cadres-là. Et d'ailleurs, le ROI est quasiment garanti. Il faut bien sûr que les entreprises aient les moyens d'encadrer, de recruter et encadrer ce type de cadres qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée. Mais je pense qu'une marque qui va réussir à l'international devrait avoir un ADN dès le départ régional, euro-méditerranéen, avec un design euro-méditerranéen et un marketing euro-méditerranéen. Aslama Abdelaziz Sifewi, je suis vice-président Sales Afrique du Nord et Afrique du Sud chez Electra. Je travaille chez Electra depuis 8 ans, mais j'ai toujours travaillé depuis 27 ans dans le domaine technologique et des services associés. Electra se positionne comme partenaire technologique pour les marques de vêtements et les producteurs. On les accompagne principalement dans leur transformation digitale vers l'industrie 4.0. Donc nous, on fournit aujourd'hui des solutions basées sur le cloud, les solutions connectées, les objets connectés, le traitement des données et puis bien sûr l'intelligence artificielle. Mais en réalité, Electra a vu le jour en 1973 en France et s'est implanté en Tunisie depuis 1990 pour servir ses clients. Donc en Tunisie, on a accompagné pas mal d'industriels à mettre en place leur société. Et puis après aussi, on a accompagné pas mal de ces industriels à faire un shift de business model pour passer du mode de production façonnier tout court vers le développement de produits et le produit fini, en fournissant nos solutions bien sûr, mais aussi en les accompagnant dans leur développement de compétences de leur équipe. Electra est connu en Tunisie principalement par ces robots de coupe qui sont connectés, qui permettent d'avoir de la productivité en termes de coupe, de la qualité et puis bien sûr réduire le taux de déchets. Depuis quelques dizaines d'années, Electra accompagne des producteurs à être beaucoup plus performants et apporter beaucoup plus de valeur à leurs clients, marques, en faisant du co-développement, du développement et du produit fini,
en se basant sur des outils qui permettent de digitaliser la partie développement de produits et d'être performant par rapport à ça et collaborer avec les designers de leurs clients. Et puis aussi en utilisant des outils de coupe automatique qui permettent à nos clients qui sont les industriels tunisiens et qui fournissent leurs services aux marques étrangères d'optimiser le maximum de déchets, de coupe et bien sûr s'inscrire dans une logique éco-responsable. En se basant sur quelques études de cabinets de conseil ou d'associations et sur les feedbacks de certains de nos clients européens et américains, je peux dire que la dynamique du marché aujourd'hui repose essentiellement sur 3 axes. Les marques sont fortement impactées par l'environnement géopolitique. Vous savez qu'on a passé l'épisode Covid, juste après il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu d'autres événements, l'élection de Trump et la guerre des tarifs. Aujourd'hui, clairement, les marques sont impactées par ça. Il y a un deuxième volet, c'est que le mode de consommation a drastiquement changé. Les consommateurs changent d'avis constamment et en plus de ça, on n'a plus beaucoup de consommateurs fidèles à une marque. Ils cherchent à optimiser les prix, mais aussi à acheter des vêtements éco-responsables, faits par des gens qui sont plutôt socialement responsables. Et en plus, surtout en Europe, les marques font face à une nouvelle réglementation qui se met en place progressivement depuis début 2025 et qui les pousse vers une posture plus éco-responsable, plus durable. En termes de réglementation, les marques européennes aujourd'hui sont tenues de donner plus de traçabilité, de visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Ils ont besoin de réduire beaucoup plus les déchets et puis limiter les stocks détruits qui sont non vendus. D'ailleurs, chez Lectra, grâce à l'Open Innovation, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Textile Genesis, qui vient d'être achetée par Lectra, qui arrive à accompagner les marques et les distributeurs à assurer une traçabilité depuis la fibre jusqu'au consommateur en se basant sur des logiciels basés sur le cloud. En se basant sur les challenges qu'on a vus pour les marques, clairement les tendances vont aller vers principalement 3 axes. Le premier, c'est la durabilité, l'éco-responsabilité, la responsabilité sociale, d'une façon générale. Le deuxième, c'est la transformation digitale en utilisant l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle. Et puis le troisième, c'est principalement la chaîne d'approvisionnement. Et là, en fait, les marques vont de plus en plus choisir leurs producteurs en faisant de ces producteurs des partenaires. Donc, ils vont avoir besoin de producteurs beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles, rapides à livrer. Et puis après aussi, des producteurs qui sont plus capables de rentrer dans leur chaîne de valeur. Clairement, la Tunisie a une place à prendre par rapport à ces tendances. Et en termes de force de la Tunisie, je vois comme première force la main-d'œuvre qualifiée, avec un savoir-faire qui est ancré depuis plusieurs générations. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai des clients industriels qui emploient des personnes de même famille sur 3 générations. Donc il y a un savoir-faire qui est transmis, et qui est maîtrisé et qui donne à la Tunisie une grande capacité d'adaptation, de flexibilité. Le savoir-faire est aussi chez les cadres, parce qu'aujourd'hui on a des cadres qui sont capables non seulement d'accompagner les entreprises pour avoir une meilleure productivité, optimiser la production et livrer à temps, mais aussi de participer à l'R&D de leurs clients et prendre un pas d'avance par rapport à leurs clients en termes
de recherche et développement. Le deuxième avantage de la Tunisie, c'est principalement et évidemment la proximité géographique par rapport au marché adressé actuellement. Mais il n'y a pas que la proximité géographique, il y a aussi la proximité intellectuelle qui permet aux équipes de pouvoir travailler entre eux, qui permet à un développeur de travailler avec un designer très facilement et de fluidifier le process et justement d'aller un peu plus loin dans la chaîne de valeur des clients, des producteurs. Sinon, il y a un troisième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés qui arrivent à faire un shift vers la durabilité et vers l'industrie 4.0, parfois timidement, mais on en a, le process est lancé. En termes de durabilité, on a des sociétés qui savent recycler de l'eau, qui savent économiser de l'eau. On a des sociétés qui savent traiter les déchets et d'autres qui utilisent la photovoltaïque pour l'électricité. Et puis, on a bien sûr des programmes RSE qui sont assez bien développés chez certains producteurs. D'ailleurs, sur l'autre point qui est la transition vers l'industrie 4.0, aujourd'hui, Lectra accompagne pas mal de sociétés pour apporter un management de salle de coupe qui soit beaucoup plus smart et beaucoup plus efficient, permettant aussi de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans les salles de coupe. Pour les faiblesses, il y en a un qui, je pense, qui est assez connu. Malgré que la Tunisie reste un site très attractif pour certains investisseurs étrangers, d'ailleurs on a vu pas mal de nouvelles implantations les 2 dernières années, très intéressantes, le climat des affaires reste très hostile aux investisseurs locaux. On a un problème de financement, on a un problème d'infrastructure lié principalement au transport, mais aussi il y a un problème lié à l'administration et aux législations qui sont parfois accablantes. Le deuxième point de faiblesse, c'est le fait qu'on n'ait pas de très gros industriels, parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas la capacité d'absorber de grosses productions venant notamment de l'Asie. Et donc, pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on travaille avec un peu plus d'intelligence et mettre en place des consortiums d'industriels qui soient capables de faire face à ce type de production. Le troisième point de faiblesse, on a malheureusement certains industriels qui n'arrivent pas à faire le switch, qui restent dans une posture traditionnelle et qui risquent de les freiner dans leur développement. Je pense qu'il y a un chiffre qui résume l'opportunité qu'on a en Tunisie. Toute l'exportation tunisienne vers les clients européens ne représente que 3%, même pas, des importations européennes. Donc on a énormément de marge, rien que sur ce marché-là. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus, progressivement, de relocalisation de l'Asie, pour plusieurs facteurs, vers la Méditerranée, et je pense qu'il y a un vrai positionnement à prendre pour la Tunisie sur ce marché. Il vaut mieux, comme le préconise la FTTH aujourd'hui, se positionner sur du premium, du luxe, sur du textile technique, textile médical, sur des niches de ce genre, où on peut apporter beaucoup de valeur ajoutée en se reposant sur les acquis de la Tunisie, et puis aussi en utilisant des accélérateurs comme la technologie en industrie 4.0 par exemple. Une des menaces importantes du marché tunisien, c'est la dépendance d'un certain type de marché en Europe.
comme l'Europe du Sud principalement. Nos principaux clients viennent de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. C'est une dépendance qui est assez risquée, même s'il y a encore de la marge au niveau de ces clients-là. Un deuxième risque, il est lié à la capacité des entrepreneurs à faire face à un développement important de leur activité. Et ceci serait lié principalement au climat des affaires qui est freinant et à la capacité de développement de certains industriels. Par rapport à l'industrie 5.0, on sait qu'aujourd'hui l'industrie 5.0 repose principalement sur 3 piliers. Avant tout, elle est centrée sur l'humain. Après, on a la durabilité et on a la résilience. Mais tout ça repose aussi sur un socle d'industrie 4.0 et d'intelligence artificielle. Pour la Tunisie, aujourd'hui, on sait qu'il y a un cheminement qui a commencé vers l'industrie 4.0. J'espère que ça va se développer et s'accélérer. En termes de durabilité, clairement, on a des entreprises qui deviennent championnes aujourd'hui dans le domaine. Et la FTTH, avec son programme Tunisian Textile Green Transition, tire le marché vers le haut, vers une transition durable. En se basant sur ça et en me projetant dans l'avenir, je me dis, si la Tunisie réussit le pari de ces deux transitions, la porte est grande ouverte vers l'industrie 5.0. En termes de technologie 4.0, Lectra va accompagner les marques et les producteurs. En fait, depuis un certain moment, Lectra s'est développé dans la chaîne de valeur de ses clients et fournit aujourd'hui principalement 3 types de solutions. La première liée à tout ce qui est développement de produits, design, collaboration. La deuxième liée à la productivité et principalement dans la salle de coupe où on va optimiser la matière, l'utilisation de la matière et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis la troisième, grâce à l'Open Innovation aussi, en travaillant vers certaines startups qui ont intégré aujourd'hui Lectra, on a pu accompagner, on continue à accompagner les équipes marketing des marques pour, par exemple, mettre le bon produit au bon moment, avec le bon prix, ou pour mesurer la notoriété de la marque, mesurer l'impact d'une campagne marketing, ou les connecter aussi digitalement à des places de marché digitales. Partant du besoin des marques en termes d'innovation. Aujourd'hui, les marques ont besoin d'innover en termes de collection, puisque le mode de fonctionnement et d'achat, le mode de consommation a changé. Elles ont besoin d'innover en termes d'approvisionnement, en supply chain, et puis aussi en termes de vente multicanal. Pour la Tunisie, il y a un positionnement clair à prendre dans le design, dans les collections, et puis au niveau aussi de la chaîne d'approvisionnement. Et clairement, aujourd'hui, on voit que chez certains industriels, on a des équipes de R&D qui sont très développées, qui arrivent à apporter de la valeur. Je pense qu'en collaborant avec des startups dans cet écosystème, on a clairement un positionnement à prendre sur la partie innovation de la production, du sourcing, et puis la partie aussi gestion de collection. Clairement, aujourd'hui, le secteur a une image qui n'est pas très attractive. L'attractivité, elle est relative à la main-d'œuvre et au cadre. En termes de main-d'œuvre, aujourd'hui, je pense qu'il y a des actions clés qui sont nécessaires à mettre en place en RSE, en responsabilité sociale d'entreprise. Aujourd'hui, on le voit chez plusieurs entreprises
Et moi, je vois certains de mes clients qui arrivent à fidéliser 80 voire 90% de leurs salariés, de leur main-d'œuvre, en mettant en place des actions bien particulières en termes d'RSE. Maintenant, pour les cadres, c'est un autre sujet. Pour les cadres, pour les gens qui font du développement de produits, ainsi de suite. Il y a un sujet lié à la formation. Electra est très impliqué avec toutes les écoles de formation aujourd'hui en Tunisie, que ce soit chez les écoles d'ingénieurs, l'ISET ou les écoles qui préparent les développeurs de produits. Il y a un sujet important à traiter au niveau de la formation. On a besoin de mettre à niveau les écoles qu'on a. On a besoin aussi d'attirer des étudiants vers ces écoles. Mais aussi au niveau des entreprises, on a besoin de plus valoriser l'emploi des cadres et miser sur le développement continu de ces cadres-là. D'ailleurs, le ROI est quasiment garanti. Il faut bien sûr que les entreprises aient les moyens d'encadrer, de recruter et encadrer ce type de cadres qui peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et pour que ça fonctionne, bien sûr, on a besoin de communiquer de plus en plus pour changer cette perception sur le marché. Et je trouve que la FTTH joue un rôle très important dans ce shift de perception du secteur. Il est clair que les industriels tunisiens travaillent aujourd'hui principalement avec 3 ou 4 pays. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont des marques internationales. Donc on n'est pas réellement lié à ces pays-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la capacité de développer nos activités avec d'autres pays de l'Europe du Nord, les Royaumes-Unis, les Amériques, malgré le problème de taxes douanières. Clairement, on a le savoir-faire pour pouvoir s'adresser à ces marchés-là. Et aussi la capacité d'adaptation, parce que les exigences en termes de production et de livraison seraient différentes des autres marques. Maintenant, je pense qu'il y a un sujet assez sérieux qui serait d'avoir une meilleure agressivité commerciale. Que ce soit au niveau des industriels, il est clair que d'une manière générale et intuitivement, un industriel ne va pas beaucoup investir sur la partie commerciale, mais là, je pense qu'on a besoin de réussir ce shift-là en mettant en place des forces commerciales au niveau industriel, mais aussi au niveau collectif et travailler l'attractivité de la Tunisie, l'image de la Tunisie par rapport à surtout les secteurs visés qui sont le premium, le luxe, le textile technique, textile médical et autres. En fait, aujourd'hui, on a clairement des marques tunisiennes qui opèrent sur le marché tunisien et qui ont des résultats assez intéressants. Maintenant, ces marques font face à pas mal de challenges parce que la matière et les accessoires, la matière première et les accessoires coûtent très cher pour eux. Aujourd'hui, ils sont sur un marché qui est très limité en termes de consommateurs et en termes de pouvoir d'achat. Donc si je me dis, si on se lance dans cet exercice pour se dire, ok, comment faire réussir une marque tunisienne, je dirais qu'on va capitaliser sur le savoir-faire en termes de développement produit, en termes de production, R&D aussi. Mais je pense qu'une marque qui va réussir à l'international devrait avoir un ADN dès le départ régional, euro-méditerranéen, avec un design euro-méditerranéen et un marketing euro-méditerranéen. Aujourd'hui, la Tunisie a clairement une position à prendre sur le marché, dans un environnement qui est très changeant. Il y a une opportunité claire pour la Tunisie et je pense que au niveau de l'écosystème, on a besoin de travailler tous ensemble pour réussir le shift vers la durabilité
le shift vers la digitalisation en se basant sur l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle, et puis assurer une vraie agressivité commerciale.